Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Fil de l'Épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, une coproduction entre le Collimateur et Parole d'Histoire, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin, comme toujours en compagnie d'André Loez. Bonjour André. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes et tous. Et aujourd'hui, on va parler des femmes dans et autour des armées sous l'Ancien Régime, la période révolutionnaire et l'Empire. Nous avons le plaisir d'être avec Marion Trévizy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire moderne à l'Université de Picardie Jules Verne et vous venez de publier au PUF Suiveuse de guerre de l'Ancien Régime à l'Empire. Donc bienvenue sur Le Fil de l'Épée. Et alors on peut dire que c'est un sujet qui est absolument passionnant, qu'on croise en fait assez souvent dans la littérature et dans l'historiographie, cette idée qu'existent et agissent des femmes dans ce monde d'hommes qui est censé être la guerre, mais c'est souvent, il me semble, excessivement allusif, soit comme un continent isolé, c'est une expression que vous reprenez de Svetlana Alexievitch qui s'était intéressée à la question pour les femmes soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale, soit parfois c'est décrit comme un phénomène complètement océanique qui irriguerait toutes les armées de tout temps, que tout le monde connaîtrait, mais dont on ne pourrait pas vraiment parler scientifiquement, faute de sources précises. Et vous montrez, soit dit en passant, que c'est pas le cas. Il y a beaucoup de sources précises, mais c'est rarement, même si c'est rarement un sujet d'intérêt premier pour ceux qui écrivent. Alors donc, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous donner une idée de ce que ça représente quantitativement, cette population féminine au sein de ces armées que vous avez étudiées? Alors évidemment, c'est un peu aride de commencer par essayer de faire des statistiques, mais en même temps, je pense que c'est utile pour faire un tableau peut-être un peu général de ce fait féminin au sein des populations militaires. Oui, et les chiffres permettent d'éviter les fantasmes ou les clichés ou l'anecdotique. Et en plus, de par ma formation précédente, j'essaie de faire de l'histoire quantitative. Autrefois, j'en ai fait beaucoup en histoire de la famille et en démographie historique. Donc, j'ai essayé de partir des chiffres, en effet, et de trouver des sources pour essayer de quantifier toute cette population féminine ayant suivi les armées françaises de l'Ancien Régime à l'Empire, en gros. Alors, sous l'Ancien Régime, en réalité, on a très peu de traces dans les archives militaires, puisque par définition, elles n'avaient rien à faire aux armées, elles étaient exclues et du coup, on ne les a pas recensées comme on a pu recenser les soldats. Elles n'apparaissent pas dans les contrôles de troupes, évidemment, sauf si elles sont de faux soldats, c'est-à-dire des femmes déguisées en soldats, en hommes, pour intégrer les armées. Alors, on a des estimations, on peut estimer, mais c'est, comme vous l'avez dit, une espèce de grande échelle, puisque si on s'appuie sur les travaux anciens d'André Corvisier, qui connaissait très bien les contrôles de troupes et les armées françaises, lui, il estime qu'en gros, il y avait 50 000 civils qui suivaient à peu près les armées du XVIIIe siècle françaises, et dans ces civils, il y a des femmes. Mais combien de femmes ? Impossible de le dire, et lui-même avouait en avoir trouvé une par-ci par-là au sein des contrôles de troupes ou cachées dans des procès parce qu'elles avaient été arrêtées. Voilà. Donc c'était très très allusif. Après, Vauban estimait, lui, qu'il en fallait 6 à 8% pour qu'une armée puisse logistiquement fonctionner. C'est très plaisant, c'est très Vauban le côté. Oui. Tout le monde est dans le flou. Alors mais c'est très théorique, il va caler mais le truc. lui, il va dire 6 à 8% pour 100 hommes, en gros. Du coup, on essaie de faire des stats avec ça. J'avoue que je n'ai trouvé aucune source, aucune liste, rien. Et on peut estimer qu'elles étaient entre 15 à 100 000 en fonction du nombre d'hommes qui partaient. En fait, tout est relatif avec la taille de l'armée, puisque par définition, on a le droit d'en recruter 4 blanchisseuses par bataillon. Voilà, on trouve quelques règles au sein des normes de l'armée, des textes normatifs, où on va dire jusqu'à 4, 5, 6 par bataillon, selon les besoins de cantinières, blanchisseuses. Voilà. C'est intéressant. Juste la fourchette, c'est globalement fourchette basse, c'est 5%, fourchette très haute, c'est 10%, mais bon, c'est dans cet horizon-là. Mais je peux pas vous dire mieux. Mais alors, justement, en vous lisant, on découvre qu'il y a eu des fouilles, par exemple, archéologiques sur des lieux de bataille de la Grande Armée, et qu'à Kaliningrad, donc au moment de la campagne de Russie, il y a un charnier dans lequel on trouve 6% de squelettes féminins. Donc en fait, ça correspond assez bien. Et là, pour le coup, on a des données qui sont très fortes. Le paradoxe, c'est que ces femmes, elles sont quand même très nombreuses. On parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Si c'est 5 à 10% d'une armée, c'est considérable. Et pourtant, elles ont été beaucoup moins étudiées que les rares femmes combattantes qui, évidemment, ont attiré énormément l'attention en disant, alors voilà, un dragon qui en fait était travesti, c'était une femme sous son uniforme, etc. On va avoir des kilomètres d'ouvrages plus ou moins bien renseignés. Et inversement, ce qui fait la masse au plan social de cette dimension féminine des armées, mais finalement, attire peu l'attention.
Et oui, c'est entre autres pour ça que j'ai voulu faire ce livre. Au départ, c'est un long travail de recherche. J'ai commencé par travailler sur les combattantes, notamment dans les sièges de ville. Donc là, on est plutôt sur le 16e, 17e siècle français. Et dans les récits de siège, les journaux de siège, on en trouve. Donc c'est ça qui m'a un peu aiguillée au départ. Vous voulez dire même pour les assiégeurs ? Non, pour les assiégés. Oui, c'est ça, parce que les sièges, ça a le mérite d'embrasser toute une population telle qu'elle est et de la mettre dans le combat. Donc, et au moment des sièges, les civils ont le droit de combattre pour défendre leur ville, et les femmes aussi. C'est le moment où, en gros, c'est un des seuls moments où elles ont le droit de prendre les armes, encadrées par les hommes, mais elles le font. Donc évidemment, on a des récits de siège avec des sortes d'Amazones, enfin bon, bref, tous les clichés autour des femmes combattantes. On renvoie aussi à la Jeanne d'Arc, à toute cette tradition-là. Donc j'ai commencé par travailler sur elle. J'ai lu aussi les travaux de Jean-Clément Martin, de Dominique Godino sur les femmes au moment des armées révolutionnaires qui se sont insérées dans les armées. Sylvie Steinberg a travaillé sur le sujet. Donc c'est en effet bien balisé. Maintenant, les femmes insérées dans les armées fin 18e, période révolutionnaire, on estime qu'elles étaient environ une centaine. On a une centaine de dossiers, en fait, qu'on peut vraiment étudier en tant qu'historien. Mais en lisant toute cette bibliographie, je me suis dit qu'en effet, toutes ces femmes suiveuses étaient totalement invisibilisées, alors qu'il y avait déjà eu des historiennes qui en avaient parlé. Sabina Loriga, Arlette Farge avaient eu des intuitions sur la présence des femmes aux armées, dans cette zone poreuse, comme dirait Hervé de Révillon, je reprends ces mots, dans cette zone poreuse autour des armées, où civils et militaires pouvaient se mélanger. Il y avait forcément des femmes. On les retrouvait sur les tableaux de Watteau, notamment, les fatigues de la guerre. On voit des femmes sur les haltes présentes auprès des soldats. Et donc, je me suis dit, c'est un beau sujet. On va essayer d'aller voir ce qu'on peut trouver sur ces suiveuses, qui en effet étaient plusieurs centaines, voire des milliers, et dont on a quand même très peu de traces. C'est parce que ces femmes, elles ouvrent vers tout un pan fascinant qui est celui de la logistique et celui de comment on gère l'intendance et les besoins concrets matériels d'une armée, la manière dont on l'incorpore ou pas dans les fonctions normales d'une armée. Et on peut dire, alors on va pas, c'est un livre qui traite beaucoup du XVIIIe siècle et de l'Empire notamment, mais vous parlez un peu du XVIe et du XVIIe siècle, où là on a l'impression que alors il y a encore beaucoup moins de sources, c'est le drame des 16e dont je viens placé pour parler, mais voilà, il y a beaucoup moins de sources et en même temps on a l'impression qu'elles sont beaucoup plus imbriquées parce que c'est des époques où les armées sont en campagne. Quand elles sont en campagne, elles vivent sur le pays. Quand on vit sur le pays, il faut piller. Et pour ça, visiblement, de ce qu'en disent de manière plus ou moins allusive les rares sources, les femmes servent quand même beaucoup à piller le pays, ça marche assez bien, quoi. Oui, c'est John Lynn aussi qu'on a parlé, un des premiers dans son livre. 16e, 17e, jusqu'au moment où les États modernes structurent et rendent la discipline beaucoup plus forte aux armées, les femmes sont autour des mercenaires, elles sont une espèce d'agrégat, de marginales, on ne sait pas trop qui elles sont, mais elles sont là principalement pour l'économie parallèle de la guerre, c'est-à-dire le pillage. Elles aident les soldats à piller, elles en profitent, elles revendent, elles font du recel. On a quelques traces un peu littéraires, mais dans les archives, on n'a pas grand-chose. Mais d'après les historiens spécialistes de l'époque, elles auraient été très nombreuses. Et en effet, c'est l'économie du pillage qui les attirait. Et puis, c'est aussi le fait que les armées étant moins dans la discipline, elles étaient beaucoup plus mélangées au monde civil. Et donc, chacun se rendait des services, en fait, en quelque sorte. Oui, et puis c'était difficile, dans des armées qui n'étaient pas bien réglementées, avec une discipline assez faible, c'était difficile de dire, vous laissez les femmes à la maison et vous les virez, quoi. Les officiers laissaient faire complètement, puisqu'il fallait vivre sur le pays, et il fallait vivre surtout, puisque l'intendance ne suivait pas, ou il n'y en avait pas. Et alors même quand l'intendance commence à suivre, c'est ce qui est fascinant, c'est que même au XVIIIe et au XIXe siècle, dans les armées napoléoniennes, voilà, il y a quand même une machine administrativo-militaire qui se met en place de manière en théorie plus efficace, mais en fait, comme la moitié des commissaires aux armées gardent leurs biens, les revendent, sont corrompus, etc., si les soldats veulent manger... Les commissaires aux armées, rappelons que c'est ceux qui sont chargés du ravitaillement. Voilà, ceux qui gèrent les dépôts, les magasins, on va trouver le ravitaillement, aussi bien d'ailleurs alimentaire que équipement, sacs, chaussures, etc.
très souvent, c'est des gens qui sont là aussi pour faire des affaires. Et donc, ça veut dire que comme c'est un système qui est quand même loin d'avoir, on va dire, la rationalité de l'US Army dans la Deuxième Guerre mondiale, où là, voilà, on est dans un truc hyper normé, hyper bureaucratique, eh ben, on a quand même toujours besoin de femmes qui sont là pour compléter, préparer, améliorer l'ordinaire, donner la goutte de gnôle qu'on n'arrive pas à obtenir par les voies officielles. Oui, c'est même parfois plus que l'ordinaire. C'est ça qui m'a surprise en lisant un grand nombre de mémoires de soldats. Au départ, je ne pensais pas en trouver autant des femmes, finalement, dans ces mémoires. Et je me disais que ce n'était pas forcément une source très intéressante, qui avait été déjà bien balisée, et puis qui a plein de biais. C'est quand même une source en fonction du contexte de publication. Le ton change, ça dépend aussi de la réécriture rétrospective, et puis de cet idéal du soldat qui aura lu d'autres mémoires et qui aura envie aussi de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et en fait, ils en parlent beaucoup. Et ils parlent beaucoup des aspects assez triviaux, quotidiens de la guerre, notamment la nourriture, l'alcool, les problèmes de ravitaillement. Et ce, jusqu'à l'Empire, en fait. Même Napoléon, dans sa correspondance, a beaucoup tapé, en quelque sorte, sur les commissaires qui étaient corrompus et qui gardaient pour eux une bonne partie des vivres ou de l'alcool. Ça, c'est un peu le nerf de la guerre quand même, pour une grande partie de l'armée à ce moment-là. Et donc les femmes interviennent à ce moment-là, dans les failles. En fait, dans les failles, elles sont toujours là et sont toujours très importantes, très présentes. Et j'étais un peu surprise parce que je pensais que les armées du 18e ou la grande armée napoléonienne seraient beaucoup plus efficaces dans son intendance et sa logistique. Je vous lis les premières lignes du chapitre 3 de la Chartreuse de Parme, de Stendhal, Fabrice Del Dongo à Waterloo. Ça commence comme ça. Fabrice trouva bientôt des vivandières et il leur adressa la parole. Et puis la réplique: « Tu ferais tout aussi bien de ne pas tant te presser, mon petit soldat », dit la cantinière, touchée par la pâleur et les beaux yeux de Fabrice. Vivandière-cantinière, c'est un couple qui est omniprésent à l'époque. Est-ce que c'est exactement identique et comment ça se définit? C'est quoi une vivandière et une cantinière? C'est une vaste question. En effet, au niveau vocabulaire, c'est pas toujours très précis. En théorie, la vivandière sous l'Ancien Régime, c'est la femme du vivandier. Parce que le vivandier, c'était lui qui était en charge de suivre les armées. C'était une charge, une fonction, etc. C'était une charge, et c'était souvent un ancien soldat ou un soldat encore en activité, mais qui avait cette fonction-là en plus. Et progressivement, il suivait avec sa femme. Donc la vivandière, c'est la femme du vivandier qui aide, c'est pas très défini sa fonction. Mais la vivandière, elle suit. La cantinière, c'est une expression qui vient surtout au moment de la Révolution française, où on oublie le terme vivandière et on passe à cantinière. Mais théoriquement, la cantinière, c'est celle qui tient la cantine à l'arrière, elle ne suit pas. C'est la vivandière ou le vivandier qui suit. Mais en réalité, les termes deviennent équivalents. Dans les patentes qu'on trouve aux archives de la guerre, on met vivandière cantinière ou vivandière blanchisseuse. Les termes les frontières sont poreuses. Oui, Stendhal les utilise en 1939 quand il écrit, c'est des quasi-synonymes pour lui. Oui, mais ça devient des synonymes après la Révolution française. En fait. On peut peut-être dire, pour revenir juste un peu en arrière, que quand même, à ce moment de rationalisation, notamment de la logistique que vous avez évoqué, donc au milieu du XVIIe siècle, c'est aussi le début, en tout cas une étape dans le processus de réglementation morale, matrimoniale et sexuelle des soldats, et qu'il y a le début d'un grand phénomène d'encasernement. C'est-à-dire les soldats sont censés être dans des casernes, même s'il n'y en a jamais assez, que c'est problématique, etc. Et donc, et à côté de ça, certains ont le droit de se marier, mais pas tous, notamment les soldats ont de moins en moins le droit de se marier. Donc en fait, il se met en place une sorte de cadre réglementaire qui est que des femmes, en fait, vous n'êtes pas censé en avoir pour le gros de la troupe. Et du coup, c'est un peu à cette aune-là qu'il faut comprendre la présence de femmes malgré tout dans les troupes, c'est-à-dire comme des exceptions. Elles sont toujours, soit elles sont là parce que c'est la femme du vivandier, soit elles sont là, mais donc elles sont susceptibles d'être virées à tout moment. Il y a une sorte de précarité du fait de ce paradigme législatif, en quelque sorte, qui fait que, fonctionnellement, des femmes, elles ne devraient pas être là, quoi. Ah oui, alors il y a une contradiction, parce qu'elles sont normalement interdites, elles sont exclues de ce monde-là, mais en réalité, on a quand même des patentes
pour les vivandières blanchisseuses. Donc on en a besoin. On essaie de contrôler leur nombre, mais j'ai l'impression qu'on les a jamais vraiment contrôlés avant le 19e siècle, en fait, où là, ça va devenir à nouveau une fonction très précise et très contrôlée. Mais les femmes, en réalité, ça dépend aussi du bon vouloir des officiers qui dirigent leur bataillon. C'est un peu eux qui décident combien de patentes ils vont donner, donc combien de femmes vont suivre. Et en fonction des campagnes, j'ai l'impression qu'ils adaptent le nombre. Et ils se moquent un petit peu des règles théoriques. Et c'est aussi, on trouve dans leur mémoire des expressions du style, bon, avec le trajet que nous allons faire, avec les problèmes que nous allons avoir, on va s'en débarrasser. Voilà. Certaines vont disparaître. C'est-à-dire, ils comptent un peu sur la conjoncture militaire et pour les faire disparaître quand elles deviennent trop gênantes, ou alors carrément on les renvoie de manière un peu brutale, ou alors on les assimile aussi à quand même une autre population féminine qui est très connue aussi quand on parle de l'armée, c'est les prostituées. Et donc certaines, même si elles ne sont pas prostituées, vont être assimilées à des prostituées et renvoyées de la même façon. Donc, et ça, on en reparlera, mais il y a un flou complètement consubstantiel à la présence féminine. On ne sait pas si elles sont des femmes de mœurs légères ou pas du tout, ou des prostituées, ou bien ou des femmes épouses qui ont été des prostituées mais qui ont régularisé leur situation. Ou des épouses régulières mais que leur mari prostitue, parce que ça arrive aussi. Enfin, il y a une sorte de mélange. Au début du livre, j'essaie de faire une typologie tout en disant, attention, les frontières sont poreuses et mobiles entre ces catégories. Une prostituée peut devenir la femme, entre guillemets, d'un soldat, c'est-à-dire, je dis entre guillemets, ou se marier à la mode de l'armée, c'est-à-dire en fait trouver un protecteur, un dominant, qui va la protéger des autres et qui va dire c'est ma femme, on n'y touche pas, et avec elle, il va créer une sorte d'association. Elle va profiter de la position de son mari pour pouvoir suivre plus ou moins officiellement. Et lui va profiter de cette nouvelle femme pour avoir son linge propre, et pour avoir de la nourriture, pour organiser potentiellement des tâches de cantinière et en profiter aussi financièrement. Alors si on revient justement sur ces dirigeants militaires qui sont très hésitants, comme l'a dit Alexandre, comme vous l'avez rappelé, c'est que ces femmes aux armées, pour eux, elles posent différents problèmes. Les prostituées, à la fois, ça peut être utile, et en même temps, c'est un risque pour la discipline, pour les maladies vénériennes, et en même temps, on se dit, si il y a des prostituées, les soldats vont peut-être moins violer les populations locales, donc il y a en permanence des dilemmes. Et un des dilemmes, c'est très intéressant, notamment à l'époque napoléonienne, c'est la mobilité. Parce que un des traits caractérisant les armées napoléoniennes et les visions militaires de l'empereur, c'est qu'il faut que ça aille vite, il faut qu'on avance, il faut pouvoir avoir des effets de surprise, etc. Or, une armée, plus il y a de gens qui suivent avec des chariots, avec des enfants en bas âge qu'on tient par la main, avec des civils, moins ça va vite. Donc là, il y a une contradiction entre la pensée militaire telle que Napoléon la porte, on va dire à son paroxysme, de la mobilité pour frapper les coups sur les arrières des ennemis, et puis la réalité d'armées qui sont encombrantes, par une logistique forcément très lente. Ah oui, on trouve dans les témoignages, c'est vrai que moi j'étais assez frappée aussi par tout l'embarras de ces transports de troupes. Alors, on parle des bagages. Les femmes qui suivent avec leur chariot, notamment, elles sont situées à l'arrière. Elles n'ont pas le droit d'aller devant, ce qui est à peu près logique. Les bagages, on peut dire, c'est l'expression qui vient de l'Ancien Régime, qui est très englobante pour dire tout ce qui va avec l'armée, qui n'est pas un soldat. Et donc, c'est à l'arrière. Ouais. Et on trouve quand même... Donc, elles peuvent être gênantes, même en étant à l'arrière. Notamment quand il y a des retraites. Donc là, les généraux sont vraiment critiquent la présence des femmes parce qu'ils disent qu'elles ralentissent les retraites ou qu'elles bloquent le passage, notamment quand il y a des passages de ponts ou d'écoles ou des endroits un petit peu compliqués. Et puis, ce qu'on trouve aussi sur cette mobilité qui est un vrai problème, c'est qu'on a l'impression que les soldats de la Grande Armée, ils marchent, ils ne font que marcher, ils font 30, 50 km parfois. C'est vrai que c'est assez impressionnant au niveau de leur mobilité, mais en réalité, derrière, il y a, je pense, enfin, d'après ce qu'on voit dans les témoignages, toute une grande partie de gens qui traînent. Alors, les fameux traînards, est-ce que c'est que les soldats blessés ? Ben non, mais on a aussi les familles, parce que ces femmes, elles ne sont pas toutes seules. Il y a aussi des enfants. Voilà. Et ça, c'est un autre pan assez obscur. C'est qu'en réalité, c'est des familles. Il y a beaucoup de familles autour, dans les marges de l'armée et à la suite.
Il y a plein de détails qui sont absolument fascinants quand vous décrivez ces bouchons. Déjà, ils appellent ça des bouchons à l'époque. Ouais. Mais notamment le fait que, donc, normalement, c'est clair. Il y a les soldats qui marchent, il y a tout ce qui est militaire devant et les bagages derrière. Mais en fait, qu'elles essayent de s'insérer en permanence dans les convois. D'aller avant l'artillerie. Oui. Parce que en fait, l'artillerie, c'est tellement lourd que ça défonce les chemins. Donc, avec leurs chariots, elles galèrent. Donc, elles cherchent à s'insérer, à doubler l'artillerie, voire même à aller devant pour avoir le temps de faire des provisions, pour avoir quoi vendre. Et là, il y a des affaires à faire avec les soldats qui sont épuisés par les marches. Et donc c'est fascinant ce truc de... En fait, c'est hyper concret, quoi. Sur un truc qui a été déjà labouré par des dizaines de milliers de pas, si en plus il faut se taper les ornières des chariots d'artillerie, c'est impossible, donc il faut essayer de doubler. Oui, elles essaient de doubler et puis d'arriver en avance aux étapes, notamment dans les villes, pour faire leur shopping, en fait, enfin, pour avoir tout le stock nécessaire ensuite et revendre aux soldats qui vont arriver après. Donc, c'est aussi un aspect économique très important pour elles d'arriver avant. Et puis, il y a l'aspect très pratique du transport. Il faut passer avant l'artillerie parce que quand il y a de la pluie et de la boue, et ben, l'artillerie va traîner, de toute façon, va s'enfoncer. Elles vont être retardées. Et puis après, il y aura toutes les ornières qu'il faudra passer. Quand c'est sec et qu'il y a de la poussière, derrière l'artillerie, c'est invivable, la poussière, on ne peut plus respirer. Elles sont obligées d'attendre que l'artillerie passe avant de pouvoir passer à cause du nuage. Parce qu'on rappelle que l'artillerie, ça demande quand même beaucoup de chevaux, donc ça fait beaucoup de poussière, etc. Beaucoup de poussière, oui. Et donc oui, c'est très pragmatique. Enfin, c'est des femmes qui sont aussi là pour faire des affaires. Donc pour faire des affaires, il ne faut pas être les dernières arrivées. Ces femmes, d'où elles viennent socialement? En vous lisant, on comprend qu'il y a souvent des familles de militaires, que souvent c'est des filles ou jeunes filles qui ont grandi dans des camps de soldats à proximité, et finalement que c'était un peu une obligation qu'elles deviennent ces suiveuses des armées. Parfois des épouses qui se retrouvent un peu embarquées, bon gré mal gré, ça devient finalement leur seule fonction sociale. Parfois des femmes locales épousées, alors avec tous les guillemets du terme, les armées napoléoniennes en Espagne, une femme locale qui finit par être en couple avec un soldat de l'armée, elle pourra se retrouver peut-être sur un champ de bataille polonais parce qu'elle est embarquée finalement à travers ce type de relation. Donc voilà, socialement d'où elles viennent, c'est souvent finalement déjà dans ce monde poreux de l'armée. Oui, c'est dans ce monde poreux de l'armée. C'est souvent des filles de soldats, enfin souvent, les quelques traces qu'on a, on ne peut pas non plus trop généraliser parce que leur origine sociale est quand même compliquée à découvrir, à tracer dans les archives. Mais c'est vrai, c'est souvent des filles de soldats élevées au camp, plus ou moins. C'est aussi, comme les femmes combattantes que Sylvie Steinberg avait étudiées, c'est des femmes des frontières, enfin des zones frontières où il y a beaucoup de passages d'armée. Et elles suivent un passage d'armée où elles sont habituées à voir des soldats. C'est des femmes de milieux sociaux quand même très faibles, enfin très bas globalement, qui vivent dans une sorte de précarité dans la vie civile et du coup n'ont pas grand-chose à perdre, à partir, à suivre. Et finalement, leur monde... Le monde de l'armée, il est difficile. C'est un monde d'errance. Elles sont souvent sur les routes ou proches des casernes. Mais c'est pas forcément plus difficile que leur vie civile. Et donc, c'est pas forcément un choix si étrange quand on connaît un peu les conditions de vie des classes sociales assez défavorisées de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. On peut peut-être dire un mot de la figure qu'elles finissent par incarner, qui est hyper ambivalente. C'est-à-dire, on a l'impression que les sources s'en plaignent tout le temps, surtout les officiers. Et en même temps, il y a aussi ce mythe qui apparaît, dont André a parlé un peu avec le passage de la Chartreuse de Parme, de ces espèces de cantinières au grand cœur, etc., qui sont un peu des gens qui accompagnent les nouveaux venus. Qui bravent les balles, et qui sont capables de déboucher une bouteille et de rallier les troupes autour d'elles. Mais qui en même temps aussi prêtent de l'argent à des taux honteux. Donc il y a une sorte de figure, bon, comme toutes les figures qui sont ambivalentes, mais hyper bizarre de... En même temps, c'est la sainte, et en même temps, c'est aussi le rapace qui, à plein d'égards, pourrit tout ce qui marcherait bien dans une armée. Il y a beaucoup de contradictions quand on travaille sur ces femmes, et j'ai essayé de dépasser l'anecdotique, même si parfois c'est compliqué, parce que le cliché, les stéréotypes reviennent au galop. Et quand on lit les descriptions de Marie Tête de Bois, c'est une des cantinières assez connues de l'Empire, mais elle
n'est que cliché, c'est-à-dire elle est laide, elle fume comme un soldat, elle sent mauvais, elle boit tout le temps. Donc c'est le cliché de la troupière, mais on va la décrire sur 2 pages avec ce type de contradiction, d'image cliché. Mais en réalité, on oscille tout le temps entre stigmatisation et admiration. Voilà. Donc il y a le cliché de la cantinière maternante qui va prendre soin des soldats, et puis de l'autre côté, on va dire la face obscure, c'est la femme cupide qui ne pense qu'à l'argent, qui prête à des taux d'usurier et qui est prête à vandaliser, piller une église pour revendre les objets du culte. Enfin, on a aussi ces 2 aspects. On peut juste, pour prendre leur défense, dire que, vous le remarquez très bien, que en même temps, prêter de l'argent à des militaires qui sont susceptibles de crever d'un jour à l'autre, c'est quand même un sport dangereux, et donc ça a un intérêt d'avoir des taux un peu élevés, quoi. C'est assez drôle parce que sous l'Ancien Régime, il y en a une qui écrit au début du 18e, et j'ai oublié la date exacte, elle écrit au ministre de la Guerre en lui disant « J'ai prêté beaucoup à la bataille de... » j'ai oublié. Et puis, les soldats, ils sont tous morts. Enfin, les officiers, ils sont tous morts. Donc, moi, avec mon chariot, j'ai transporté les blessés. J'aimerais quand même qu'on me rembourse. Et on trouve ça dans les archives. C'est assez drôle parce qu'on se dit, elle ose demander le remboursement de ses prêts. Évidemment, elle n'aura jamais, mais au moins, elle tente le coup. C'est quand même... Surtout, c'est hyper marrant de se dire... Pour que ça arrive jusqu'à une source, évidemment qu'elle a dû se dire ça, évidemment qu'elle a dû en parler, mais pour qu'elle prenne la peine de faire rédiger ça à quelqu'un, que la pétition soit envoyée et qu'elle soit gardée. Oui, parce que c'est pas elle qui l'a écrit, évidemment. Elle devait le vouloir vraiment, son pognon, quand même. Il y a un truc intéressant aussi, c'est que, vous l'avez dit, c'est Marie Tête de Bois, c'est plus tout à fait une femme, c'est une vivandière, une cantinière, mais elle est déféminisée. Et donc, du coup, du point de vue des rapports de genre, on comprend que pour survivre dans cet environnement très difficile, c'est la guerre, il n'y a que des hommes. Ces hommes sont alcoolisés et brutaux et souvent en recherche d'exutoires sexuels à leur vie militaire. Donc, ça veut dire que si elle voulait avoir une vie à peu près normale en suivant ces armées, il fallait qu'elles adoptent des codes qui n'étaient pas du tout ceux de la féminité délicate du XVIIIe siècle, du monde des Lumières et des salons où la féminité, c'est cette délicatesse émotionnelle et sensible à protéger. Il a fallu qu'elle se déféminise et virilise et adopte des modes de comportement et aussi d'apparence vestimentaire qui se fondent dans cet univers militaire. Oui, mais en même temps, je pense que c'est normal quand on insère un monde qui est différent d'être un peu dans le mimétisme. Et puis, de toute façon, ce monde des Lumières, de la sophistication, ce n'était pas pour ces femmes-là. Enfin, je pense d'après ce que je comprends leur origine sociale, elles ne l'auraient jamais vécu, même en tant que civiles. Sauf si elles épousent un soldat qui devient maréchal d'Empire, comme Catherine Hubscher, qui devient l'épouse du maréchal Lefebvre. Et là, c'est quand même un exemple, c'est un cas limite, mais très intéressant, d'une de ces femmes qui était repasseuse de milieu très populaire, qui devient l'épouse d'un maréchal d'Empire, et du coup, dont la condition sociale et l'origine sociale jure avec la sophistication qu'on est censé attendre d'elle. Ah, tout à fait, il y a même une pièce de théâtre sur elle, c'est la fameuse Madame Sans-Gêne. Donc elle a eu une gloire littéraire et une postérité. En effet, ça a dû être assez choquant à l'époque, et c'est un des seuls témoignages qu'on ait de ce type d'ascension sociale express, mais ça fait partie aussi des joies de l'Empire et de tous ces maréchaux qui viennent de milieux sociaux très très bas et qui sont propulsés à aller au plus haut grade militaire assez rapidement. Il y a elle, mais après, il n'y a pas tellement d'autres exemples. C'est un peu la seule qu'on connaisse, avec tous les fantasmes qu'il y a autour, parce que tout le monde a écrit sur cette fameuse maréchale Lefebvre en lui prêtant des mots qu'on est un petit peu, nous, historiens, c'est un peu compliqué de... Oui, la caricature. Mais si la caricature, c'est que précisément, elle devait avoir des habitus verbaux, corporels, sociaux, qui étaient très loin d'eux et qui voulaient stigmatiser. Alors que quand vous lisez Le pharmacien des armées, la cadet de Gassincourt, lui, quand il décrit son dialogue, donc on est, je crois, en Allemagne, il décrit un dialogue avec
cantinière blanchisseuse qui est en train de laver du linge dans une rivière avec ses enfants. Et là, elle a un discours, évidemment, il l'a fait parler avec ses mots à lui, c'est-à-dire elle a un discours très châtié, pas du tout de troupière, au contraire. Hein. C'est pas la maréchale Lefebvre, hein, et ses bons mots et son humour très en dessous de la ceinture. Voilà. On peut dire d'ailleurs ces maréchaux, c'est intéressant parce qu'ils sont pas tous d'extraction modeste non plus, mais ça montre, en fait, ils font ce que font tous les soldats. C'est assez marrant. Ils emmènent leurs concubines. Napoléon aussi, d'ailleurs, le fait, même s'il s'en plaint tout le temps. Il s'en plaint, mais il est le premier à le faire. Il est le premier à le faire. Bon. Il avait pour habitude de pas se mettre exactement au même niveau que les autres, donc c'est pas hyper étonnant non plus. Mais en tout cas, manifestement, les maréchaux, il y a Madame Junot qui le suit en Espagne et qui raconte tout, qui se plaint tout le temps. Il y a Masséna qui emmène ses maîtresses, sa maîtresse notamment, en Italie. Alors apparemment, c'est une galère infernale parce que apparemment, il ne pense qu'à la séduire, il ne pense qu'à elle, et toute l'armée doit s'arrête. Les étapes sont fixées en gros par cette jeune fille. Cette femme. Donc c'est amusant parce que là, pour le coup, vu que ce sont des personnages remarquables, c'est un peu plus chroniqué, ça sort un peu plus de l'ordinaire. Donc, mais fondamentalement, on a l'impression que c'est un peu représentatif de la manière dont tout le monde emmène plus ou moins, quand on peut, une concubine avec soi, quoi. Et d'ailleurs, le musicien des armées, là, Philippe Giraud, qui emmène sa femme et qui décrit vraiment la vie quotidienne avec elle et ses enfants, tous les problèmes qu'il a eu de logement, comment trouver un logement pour sa femme et son bébé quand il arrive dans une ville, comment la retrouver alors qu'elle vient d'accoucher et doit partir le lendemain. Grâce à lui, on a des détails très concrets, très pratiques de ce que c'était qu'avoir sa femme avec soi et les problèmes que ça posait de transport, de sécurité, de logement. Mais ça paraît normal. Sous sa plume, en tout cas, il est loin d'être le seul à faire ça. Et en effet, comme les officiers font ça, pourquoi se priver, malgré les règlements qui, en théorie, interdisent tout ça. Lui, en tout cas, ça lui semble tout à fait logique et normal de garder sa femme. On peut mentionner qu'il y a aussi dedans tous les détails un peu sordides, mais dont on est un peu habitué quand on lit des sources d'Ancien Régime, il y a les nouveau-nés meurent, alors en pleine route, etc. Bon, c'est pas... On peut aussi en parler comme ça, en restant en ville, dans un cadre totalement civil, mais en tout cas, on se dit que ça peut pas leur faire beaucoup de bien d'être sur les routes avec des soldats et d'être à côté des batailles. Et voilà, ça fait partie des choses les enfants qui naissent pendant la campagne, sont souvent morts aussi. Les récits d'accouchement aussi, des accouchements un peu exceptionnels. Alors on en a pendant la retraite de Russie qui sont assez connus, mais globalement, on a l'impression que ils étaient habitués à ce que les femmes accouchent au bivouac, à la pause, à entendre crier, à devoir essayer de trouver de l'eau, des linges, pour aider la cantinière qui est en train d'accoucher. Oui, ça devient même un topos littéraire à part entière de dire la cantinière a été bien brave, comme nos soldats sur le champ de bataille, elle ne s'est pas plainte, et dès le lendemain, elle remontait en selle, etc. On a l'impression que tout le monde... non seulement que les récits, ils font partager un ethos militaire glorieux, courageux, à la totalité finalement de l'armée, femmes comprises. Oui, tout à fait. Et non seulement la cantinière, mais Napoléon félicite Madame Junot, duchesse d'Abrantès, d'avoir accouché comme les cantinières en Espagne, alors qu'elle était dans une ville entourée par la guérilla espagnole et qu'elle a pris des risques comme un brave. C'est ce que Napoléon retiendra de ce qu'a fait Madame Junot en Espagne, en fait. Parce qu'il faut préciser, d'ailleurs c'est très net pour ce que vous racontez sur les campagnes en Espagne. Les femmes, du coup, sont pas exclues aussi de tout ce qui peut arriver aux soldats. Alors, certes, elles sont généralement pas en première ligne pendant une bataille, mais typiquement, la guerre d'Espagne, la campagne d'Espagne, la guérilla étant ce qu'elle est et réagissant de la manière dont ils réagissent aux différentes exactions des troupes napoléoniennes, les femmes, cantinières, pas cantinières, duchesses ou pas, elles sont toutes susceptibles d'être sciées en deux, visiblement. C'est aussi des topos. Alors c'est la légende noire aussi sur l'Espagne, parce qu'on va prêter aux Espagnols, aux guérilleros espagnols, on les appelait pas comme ça, mais les brigands, on va prêter aux brigands espagnols des techniques barbares et donc en rajouter sur la légende noire. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de morts, puisque c'était aussi une guerre civile, donc il y a eu quand même des problèmes très importants dus au contexte guérilla, guerre civile, et les suiveuses, dans ce contexte-là,
ont souffert autant que les soldats, voire de manière un peu différente, parce que une partie des insurgés espagnols, et une grande partie, menée en grande partie par les prêtres, se sont attaqués aussi aux femmes qui suivaient les armées françaises. Et en effet, on a des situations très spécifiques à cette situation espagnole, notamment avec des violences sexuelles qui sont bien documentées et assez sordides, et la déportation à Cabrera. Parce qu'une partie des soldats français ont été emprisonnés en quelque sorte en plein air sur cette île de Cabrera. C'est un des premiers grands épisodes de déportation. Et les femmes, j'étais assez étonnée, mais j'en ai retrouvé à Cabrera. Elles ont aussi suivi et elles ont été sur cette île pendant 1, 2, voire 3 ans. Certaines ont réussi à partir avec les officiers en 1810 et à être rapatriées en fait en Angleterre. Mais il en restait jusqu'en 1814. Je ne sais pas si c'est un épisode qui est très connu, mais c'est un truc dantesque. C'est Sa Majesté des Mouches. C'est complètement fou, et c'est fou en particulier du point de vue du rapport homme-femme, puisque comme on a des prisonniers français dans cette île, ce bagne à ciel ouvert de Cabrera, où il n'y a pas d'eau, où ils les ravitaillent toutes les semaines. C'est un enfer, visiblement. Alors les descriptions sont apocalyptiques. Et en plus, les quelques femmes qui sont là deviennent l'objet d'un troc et d'un achat-vente, et on est dans le marché où il y a une polonaise qu'on se vend de main en main, et les gens en parlent comme une chose tout à fait normal, en disant voilà, la polonaise, je l'ai vendue 20 sous, elle m'a été rachetée, je l'ai plutôt vendue 20 francs quand même, voilà, elle était très jolie, elle a été rachetée 40 francs par un officier de hussards. Bon. Et on lit ça, on est quand même absolument stupéfait. Oui, alors tant que les officiers sont présents à Cabrera, il n'y a pas de loterie ou de troc de femmes. En tout cas, dans les mémoires, j'en ai pas trouvé. Mais dès qu'ils partent, et ils partent vers 1810, en fait, il n'y a plus de règles. C'est-à-dire, au départ, ils arrivent à maintenir des règles. Notamment, ils se créent des huttes. Ils créent un quartier qu'ils appellent le Palais Royal, où il y a des femmes, un peu évidemment en référence au Palais Royal à Paris où il y avait les prostituées. Et donc, il reste des cantinières avec eux qui sont logés donc, dans ce Palais Royal et qui sont là pour essayer de négocier aussi, d'après ce que j'ai compris, avec les Espagnols qui viennent les ravitailler tous les 3 à 4 jours. Ça dépend de la météo et ça dépend du bon vouloir des geôliers espagnols. Et donc, on dit que ces femmes s'entremettent avec les Espagnols pour obtenir du vin moins cher et ensuite en faire profiter les officiers, qu'elles sont protégées par les officiers. Et dès que les officiers partent, alors là, il n'y a plus de règles. Les huttes sont détruites par des intempéries, des pluies diluviennes. D'ailleurs, ça crée des morts, d'après les mémoires. Et puis, avec les tentatives d'évasion, les geôliers espagnols ne les ravitaillent plus. Et là, les femmes sont mises en loterie. C'est des loteries sexuelles, en fait. C'est assez effrayant. Et certaines vont fuir ensuite vont être rapatriées, mais que en 1814. Il y a un aumônier espagnol qui se plaint de la présence des femmes, qui écrit des lettres à la junte de Séville en disant c'est un scandale la présence des femmes. Et lui, il ne parle que de moralité, que de relations sexuelles et autres. Il ne se préoccupe absolument pas du fait qu'elles meurent de faim, comme les hommes, puisque ils sont morts de faim pour une grande partie d'entre eux. Il aurait peut-être fallu leur renseigner sur ce qui se passe quand il n'y a que des hommes ensemble, ce qui n'est pas forcément très différent à certains points de vue de ce côté-là. Ils n'en parlent pas, c'est encore plus tabou. Ouais. Mais on peut peut-être revenir, donc Cabrera, épisode dantesque, on pourrait faire un épisode sur... C'est juste à côté de Majorque. Ouais, ça doit être très joli, on peut supposer. Non, très sec. Très sec surtout. Bon, si quelqu'un est allé en vacances à Cabrera, il peut nous raconter. Il y a une stèle là-bas qui parle des soldats français qui sont morts à Cabrera. Et il y a des fouilles surtout archéologiques par un... J'ai oublié, je crois que c'est Lemaire, son nom. Ils sont partis en fouille plusieurs années de suite et pour retrouver toutes les grottes dans lesquelles les soldats se sont réfugiés. Donc, ils ont retrouvé des graffitis, ils ont retrouvé évidemment des ossements. Voilà. Donc, j'espère qu'ils vont trouver des ossements de femmes. Ça serait... Si on revient sur quelque chose de plus ordinaire et de plus quotidien pour ces armées, on peut dire, on y a fait allusion déjà, mais cette question sexuelle est quand même centrale, avec une question de cette porosité entre métier, prostitution, prédation sexuelle,
qui est court-circuité par moments, y compris dans les descriptions, par des trucs qui sont aussi des topos, vous en parliez tout à l'heure, du coup elles sont très moches et elles savent mettre des coups de poing pour se défendre, etc. Est-ce qu'on peut dire quelque chose de, disons, la tension sexuelle, au sens très très négatif du terme, qui a lieu par cette présence des armées et comment elle apparaît dans les sources en quelque sorte? Alors, la tension sexuelle, elle n'apparaît pas dans les sources que j'ai retrouvées, les dossiers de pension, des choses comme ça. C'est totalement évacué. Elle apparaît dans les mémoires. En fait, là aussi, quand je me suis lancée dans ce travail, j'étais un peu sensible à la question des violences sexuelles, à la question du viol de guerre, puisqu'il n'y a pas de... Je peux dire, il y a un très bon chapitre sur le viol de guerre, enfin un sous-chapitre où vous faites vraiment un bilan très, très, très large de ce qu'on peut en dire. Parce qu'en fait, il n'y a pas de grande synthèse sur le sujet, parce que c'est un sujet assez compliqué. Il y en a pour les périodes ultérieures, mais il n'y en a pas pour cette période. Ah oui, non, pas pour les périodes d'époque moderne. Et du coup, j'avais envie aussi de traiter cette question. Et j'étais un peu frustrée parce qu'il parle... Alors, quand j'ai commencé à travailler, les historiens militaires m'ont dit « Oh, tu trouveras rien, il n'y a rien. Voilà. Bon, il n'y a pas de procès. C'est vrai qu'il y a très peu de procès militaires pour viol. » Et dans les mémoires, en fait, ils ne cessent d'en parler. Ils en parlent tout le temps, des femmes violées. Avec des petits euphémismes, le déshonneur, oui, bien les sûr. outrages. Voilà, mais la réalité comme fait aucun toujours doute. à l'époque, c'est-à-dire ils vont pas employer le mot viol, mais ils vont parler d'outrage, de déshonneur, en effet, ou de femmes violentées. Mais quand même, certains mémorialistes décrivent des scènes où ils ont dû défendre des femmes dans des villes en Allemagne, en Italie, alors que le viol est évidemment totalement interdit. Il est très peu sanctionné. On a un ou deux exemples où on prend le violeur sur le fait et où il est sanctionné parce que l'officier a décidé que, mais sinon c'est un fait acquis. En revanche, la tension sexuelle avec les cantinières, elle est très peu développée. Il y a très peu d'exemples où on relate des violences sexuelles faites sur les cantinières. Et c'est intéressant, ça les choque beaucoup plus quand on viole des femmes civiles, quand on est en campagne, que un viol de la cantinière du coin. C'est pas quelque chose qui heurte le cadre. Parce que beaucoup d'entre elles ont des protecteurs. C'est aussi parce que beaucoup d'entre elles sont mariées, sont dans le système informel ou formalisé de la protection masculine. Si on revient à cette question de l'impunité, il y a un passage extraordinaire où vous racontez qu'à Xérès, en Espagne, en 1810, il y a un officier qui cherche à faire justice d'un viol et il peut le faire en théorie parce que le violeur a perdu son shako, donc son couvre-chef avec le numéro du personnage. Et lorsqu'on va voir l'officier de l'unité en question, il dit non, mais pas question. Voilà. Et en gros, il couvre ses hommes. Il aurait été possible de le sanctionner, mais il ne sera pas sanctionné. Et en effet, le mémorialiste est très choqué par cette attitude-là. Mais pour revenir à la tension sexuelle sur les cantinières et le fait qu'on n'en parle pas, il y a juste un exemple où on en parle, c'est l'horloger Petit qui décrit ça, là aussi en Allemagne. Mais là, c'est le viol collectif d'une femme qu'ils ramènent au bivouac. Qu'ils ont sauvé d'un viol collectif. Et ça aussi, c'est une histoire. Le passage est hallucinant. Le passage est hallucinant. C'est-à-dire que elle supplie qu'on la garde et elle dit « Je vais être utile, je vais vous faire la soupe, je vais travailler pour vous ». Et donc, il y en a un qui dit « Ok, tu veux rester, mais dans ces cas-là, ce soir, tu es à tout le monde. Et après, tu seras à ton protecteur, celui qui t'a ramené. » Sachant qu'ils sont 12. Voilà. Et le jeune qui écrit ses mémoires, lui, dit qu'il a passé son tour, puisqu'il avait 14 ans et qu'il aurait préféré un chocolat chaud plutôt qu'une scène sexuelle avec cette femme. Et ensuite, elle devient la cantinière de tout le monde, Madame quelque chose, plus ou moins mariée avec son protecteur, et on fait comme si rien ne s'était passé. Tout est oublié. Elle a un nouveau statut, le statut de cantinière. Donc là, je me suis dit qu'elle passait de statut de femme raptée à cantinière. Il fallait pour cela accepter un viol collectif. Avec c'est femme raptée, sauvée, viol collectif, cantinière, protecteur. C'est fou. Voilà, donc vous voyez, les frontières... Enfin,
Les frontières sont toujours très mobiles, très poreuses entre toutes ces catégories de femmes. Non, mais ce qui renvoie aussi aux catégories du non-dit, du refoulement, de taire des choses, parce que, voilà, manifestement... Et de toute façon, nous n'avons pas le témoignage de ces femmes. Ce ne sont que des sources masculines. Et manifestement, il n'y a pas de procédure, par ailleurs, parce que ce ne sont pas des femmes qui peuvent se plaindre vraiment de quoi que ce soit. Donc, enfin, il peut y avoir des procédures si c'est des civils qui ont une dignité, enfin, qui ont des ressources suffisantes pour faire quelque chose. Les cantinières, visiblement, elles sont absolument prises au piège de ce cadre qu'est l'armée. D'où la nécessité de trouver un protecteur. En fait, ce qui est fondamental pour ces cantinières, c'est qu'elles ne peuvent pas rester seules, isolées. Elles font partie de la communauté de campagne, du groupe. Ou certaines qui sont très vieilles, très établies, très connues, etc. Et qui n'ont vraiment plus aucun intérêt pour cette tension sexuelle dont vous parliez, mais des femmes très expérimentées, aguerries ou reconnues, oui. Mais sinon, seules, elles n'ont aucune chance de rester dans ce milieu-là. Donc il faut qu'elles soient toujours en rapport avec un homme qui les protège, que ce soit plus ou moins officiel, mais en tout cas toujours en rapport avec un homme. C'est pour ça que cette histoire des femmes à la guerre, c'est forcément une histoire en lien avec les hommes. Enfin, ça ne peut être que connecté. Plus ou moins officiel, ça se traduit aussi dans des dossiers que vous avez examinés qui sont intéressants, c'est des dossiers de demande de pension. Et donc on voit que c'est cette zone grise aussi de la légalisation de leur activité, de l'encadrement légal de leur activité, parce qu'en théorie, il y a des règles qui disent tant de cantinières par bataillon, avec une paye, avec voilà toute une formalisation. Et en pratique, on se rend compte que beaucoup de ces femmes n'arrivent pas vraiment à obtenir une reconnaissance des services rendus, et que les seules qui y arrivent vraiment, c'est en tant que femmes de soldats. Femmes de soldats égale possibilité d'un soutien de l'État. Et pour le reste, c'est très très compliqué de faire reconnaître ce que l'armée avait pourtant institutionnalisé durant les temps de guerre. Oui, il n'y a aucune reconnaissance de leur travail, de leur fonction. C'est-à-dire, elles ont eu des patentes, elles ont été officialisées cantinières ou blanchisseuses, ou les deux, parce qu'en réalité, blanchisseuses et cantinières, c'est à peu près la même chose pour l'armée. Le temps de leur travail, peu importe, en fait, pour l'institution militaire, peu importe combien de temps elles ont travaillé. De toute façon, elles n'ont pas reçu de solde pour cela. Elles se sont payées en vendant des marchandises aux soldats, donc l'armée ne leur donnait aucun salaire. Et du coup, quand elles demandent des pensions pour leurs vieux jours, ça ne peut aboutir que si elles sont veuves de soldats. Ça sera des pensions de veuves, et en fonction du nombre d'enfants qu'elles ont aussi, elles auront plus ou moins d'argent. Et elles ont beau parler de ce qu'elles ont fait, des services rendus à l'armée, parce que c'est quand même des services, c'est des auxiliaires de service, hein, elles ont des rôles support, des rôles assez importants. Sans parler de tous les moments où elles sont infirmières, parce qu'il n'y a personne d'autre... Infirmières improvisées. Ouais, oui. Alors c'est d'ailleurs très intéressant, vous dites, bon, elles ne sont pas formées, visiblement elles ne font pas grand-chose à part leur donner un coup d'eau de vie oui. Quand il y a quelqu'un qui s'est fait arracher le bras. Elles restent avec eux. Et mais c'est déjà quelque chose. De vie. Oui, oui. Certaines savaient plus ou moins penser, mais c'est tout ce qu'elles savaient faire, penser les blessures. Si elles avaient un tissu, elles essayaient de calmer l'hémorragie, si c'était possible, ou des choses comme ça, mais elles n'ont évidemment aucune formation médicale et elles ne sont pas reconnues comme infirmières. Mais c'est un peu les débuts des infirmières de guerre à travers les cantinières. Ouais, sachant que les chirurgiens militaires ne savent pas faire grand-chose d'autre non plus, sinon manier la scie pour amputer. Mais en fait, les limites médicales, elles sont partagées hommes-femmes confondus. Et du coup, c'est pas encore la figure très répandue de l'infirmière 14-18. Là, voilà, c'est quand même un peu plus marginal. Numériquement, on se rend compte que c'est plus marginal que ce monde plus vaste des blanchisseuses vivandières. Et je crois en revanche, les armées anglaises avaient déjà, au 18e, des femmes infirmières militaires. Donc eux, ils avaient déjà instauré ce système qu'on n'a pas du tout instauré, nous, en France, même sous l'Empire. Quand est-ce que ça disparaît définitivement, ce monde des suiveuses de guerre dont on comprend qu'il existe de manière très informelle sous l'Ancien Régime, ensuite qui s'institutionnalise un petit peu plus avec la Révolution et l'Empire, avec voilà, des formes d'encadrement un peu plus nettes, mais encore malgré tout très, très informelles. Et puis c'est quand même plus du tout le cas des armées modernes, par exemple de la Grande Guerre. Il y a des femmes à l'arrière, mais elles sont plus à l'armée, elles sont à l'arrière. Et vraiment c'est une distinction avec des zones matérialisées, officialisées, etc. Comment ça se fait le passage de l'un à l'autre ? Ça se fait au 19e siècle, progressivement. En fait, les femmes sont exclues des armées, parce qu'il y a la conscription, parce qu'il y a les casernes. Et puis aussi, on va garder quelques cantinières dans les années 1830, officialisées, et la payer avec un uniforme. Donc, elles sont totalement intégrées dans le système militaire, dans la hiérarchie, mais elles seront très peu nombreuses. Et puis, en 1905, il n'y a plus du tout de cantinières. C'est terminé. Les
cantinières sont remplacées par des cantiniers. Enfin, c'est des soldats, des militaires. Et puis, on n'a plus besoin du tout de la même logistique informelle, puisqu'on a une intendance et une logistique officielle qui fonctionne très bien. En gros, le chemin de fer a signé largement la fin de ces bagages roulants, de ces files interminables de chariots. Oui, pas totalement, mais c'est un des facteurs qui a permis de rationaliser les choses. Les femmes ne reviennent dans les armées françaises qu'au XXe siècle, en fait, après. Merci beaucoup, Marion Trévisi. Donc on va rappeler les références de cet ouvrage, Suiveuse de guerre, de l'Ancien Régime à l'Empire, paru il y a quelques semaines aux Presses universitaires de France. Merci à tous et tous, c'était Le Fil de l'Épée, un podcast coproduit par Parole d'Histoire et Le Collimateur. Et comme toujours, les remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux, sur Spotify et sur YouTube, où les épisodes sont en vidéo. Sans oublier d'aller faire un tour sur le site ulule.com/conflit au pluriel pour commander le livre sur les guerres oubliées dont nous avons parlé à ce micro. Commandez-en 2, 3, 4, 6, n'hésitez pas. Même si l'objectif est déjà atteint, c'est toujours bon à prendre. Bon, merci à toutes et tous et à la prochaine fois.